Attention, les médias contenus dans cette vidéo sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et nullement dans le but de diffuser leur contenu illégalement. Ok, c'est trop facile, elle est où l'arnaque? Ah ouais, tu m'avais manqué, toi. Je suppose que vous savez que le personnage principal est un élément capital du récit et un de ceux qui demandent le plus de soins d'écriture. Ok, vous le savez, partez pas s'il vous plaît. Non, je voulais juste être sûr parce que... Ouais, voilà. Le héros, bien plus que celui qui est au centre du récit, c'est celui à travers lequel on voit le récit. Ce sont son point de vue et ses principes moraux qu'on va connaître le mieux. Typiquement, les auteurs en profitent pour nous faire ressentir un sentiment de malaise en faisant vaciller ses principes, et le plus souvent par l'intervention d'un ou plusieurs antagonistes qui mettront en évidence leurs failles. Et rappelons que pour ça, ils ont pas besoin de se relayer comme des suppôts de Satan pour mettre le monde en danger. À la fin, tout le monde s'en branle. Et le héros doit donc d'être suffisamment intéressant. Ni plaisant, ni épique. Les anti-héros, ça se fait très bien, mais simplement intéressant pour maintenir l'attention non seulement sur lui, mais sur l'œuvre en général. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un animé qui n'a pas de personnage principal. Ouais, donc en fait, t'as vraiment une logique de merde. Ergas Quantique, salut tout le monde. Aujourd'hui dans la NH Chronique, Baccano. Non, pas de blague sur le titre aujourd'hui. Bah attends. Parce que Baccano veut dire boucan en italien, le point d'exclamation est donc parfaitement justifié. Ah bah. Et vu l'allure de joyeux bordel de l'animé, le titre lui-même est adéquat. Bah, le simple fait qu'il soit en italien. Ah, et sinon c'est vachement cool la bête somme. L'histoire commence avec le journaliste Gustave Saint-Germain Britannia et son assistante. Non. Qui enquête sur un massacre ayant eu lieu dans un train dont le nom s'est arrêté quelque part entre tes rêves d'enfant et un porno acrobatique. Trois quarts de salut nazi plus tard, on découvre que cet incident est lié à une autre intrigue qui tourne autour d'un conflit entre groupes mafieux dont certains membres ont été mêlés à une histoire d'immortalité qui puise ses sources dans une analepse au début du XVIIIe siècle. Top, c'est déjà suffisamment galère, merci. Donc, pour résumer, il y a trois intrigues principales. La première à bord du train en question, une deuxième à New York qui mêle une guerre des clans et la quête d'une adolescente pour retrouver son frère, le filet redouté racketteur de vieux chauve. Vas-y, file ton dentier, sale bâtard. Et une dernière, toujours à New York, que je ne pourrais vous résumer tellement un mélange de joie, de passion, de haine et de violence. Et ça fait quoi si je dis espoir? Non, ok, je voulais juste être sûr. Et comme je disais, parmi tous les personnages que nous envoie le scénario, pas un seul n'a le rôle de héros à proprement parler, même si beaucoup diront que c'est Isaac et Myria, le couple de braqueurs excentriques, et je comprends vu comme ils s'emparent de toutes les scènes dans lesquelles ils sont. Aucune blague tentée, mais l'anime manque pas de personnages iconiques pour autant, loin de là. Pour citer mes préférés, on a Firo, le jeune de la Camorra qui pète la classe, et croyez-moi c'est très dur quand on est déguisé en les prochains imberbes. Sinon on a Lad, un tueur psychopathe, Vino, un autre tueur psychopathe et grand amateur de paintball. On avait dit pas les yeux, putain. Et enfin, Jacuzzi Splot, je passe mon tour, le leader d'un petit gang. Non mais sérieux, ce nom quoi. Qui se retrouve à bord du Flying Pussyfoot. J'ose même pas faire de blagues. Et avec tout un panel de personnages plus ou moins secondaires, et il y en a tellement que je vous raconte pas la galère pour retenir le nom, la provenance, la motivation et ce qu'il leur reste d'intégrité physique. Quoique pour la dernière c'est pas si compliqué en fait, puisque ça se résume souvent à vivant ou sale. Et heureusement que les réalisateurs ont eu la bonne idée de présenter les personnages clés dans le générique. Ouais, c'est sûr que ça aide. T'as vu? L'animation qui est de bonne... Attends, what? Bonne qualité est créée par Brainspace, l'illustre studio qui a produit tout ça avec entre autres... 2 secondes. Alors, Durara, Kurenai, ah ouais quand même. Et... Amnesia? Attendez, mais ça doit être épique, comment ça se fait que je connaisse pas? Ok, donc Amnesia c'est aussi le titre d'un jeu de drague pour filles. Du coup, vous croyez qu'ils ont un jeu de rythme Titanfall? Bref, je trouve que l'animation est très bonne et avec un style que j'aime beaucoup. Les décors sont sobres mais transcrivent bien l'ambiance du New York des années 30 et la plupart des personnages ont des proportions proches de la réalité, ce qui est adapté à l'histoire. Après, on notera quelques mochetés au niveau des dessins des personnages, mais bon, rien de grave. Pour ce qui est des scènes d'action, elles sont bien mises en scène et suffisamment fluides, et même s'il y a des moments qui sont franchement abusés, l'absence d'arrêt sur image et d'animation filler fait que ça passe sans qu'on se pose trop de questions. Et puis on reste encore très loin des aberrations qu'on nous sert régulièrement et qui sont autant de bâtons de dynamite insérés dans le cadavre de Newton, me demandez pas où. Et pour la violence, ça va, on a juste assez de grenadines et de pamplemousse par terre pour que l'anime passe en déconseillé au moins de 18 ans. Non, pas dans ce genre, et... Oh, bon, ok, j'arrête les blagues de mauvais goût, il y en a que ça dérange, et puis c'est malsain quoi, donc faisons preuve d'un peu de maturité, et n'oublions pas... En Russie soviétique, la poussière te mord. En ce qui concerne les doublages, vu le nombre de personnages, je vous cache pas que j'étais plutôt inquiet, en grande partie à tort vu que le casting principal a fait un très bon boulot, donc pas de problème pour eux. En revanche, pour d'autres, on a vraiment des perles, genre représenter l'accent afro par un vieux patois du nord-est du Japon, avec tout le respect que je dois à l'auteur, ça détruit l'immersion à peu près autant que si dans Dark Knight Rises on avait une réplique du genre. Vive les chiottes en PVC. Wesh. C'est pour ça que j'apprécie la version anglaise, la traduction prend des libertés tout en restant fidèle et à l'exception d'une, les performances sont très bonnes, même quand ça ressemble à du Bruce Springsteen qui a trinqué overpilé. Et en plus on a droit aux différents accents, ce qui ajoute une petite touche sympathique. Et je parle pas de la VF d'une part parce que vu l'anime j'ai pensé que je pouvais pas passer à côté de la VA et d'autre part parce que l'éditeur français appartient maintenant à mon lexique des jurons et insultes. Non sérieusement, Angel Beats, Katanagatari et Mushishi, c'est de la frappe chirurgicale à ce niveau. Et là pour le coup j'aurais pas supporté d'avoir une bande son altérée par une accélération dégueulasse vu comme elle est excellente. Les musiques d'ambiance jouent parfaitement leur rôle pour ce qui est de poser le ton de la scène. D'ailleurs celle qui m'a le plus marqué c'est le solo de batterie pendant que Lad, comment rendre ça gentil et bucolique, éléphantemanise sévère le profil d'un des passagers. Et du coup c'est dommage que toute la BO passe complètement au second plan face au thème principal, mais ça m'étonne pas, il est tellement rythmé et accrochant qu'à chaque fois que je l'entends je peux pas m'empêcher de battre la mesure. Et tout ça c'est sans compter le générique qui rentre dans la classe de ceux que j'ai jamais envie de passer peu importe le nombre de fois que je le regarde. Il est léger, rythmé et en plus c'est du jazz, que demander de plus? Ah oui, le générique de fin. Bon d'accord, il est en plan quasi fixe et la musique donne pas envie d'attendre jusqu'à l'épisode suivant, mais la chanson en soi est belle. Ah oui, mais Yuki Kajiura, en même temps s'ils font appel à un ABE pour arroser le jardin. Je reparlerai d'elle à l'occasion, mais retenez juste que c'est un de mes orgasmes musicaux en animé. L'histoire n'a rien d'extraordinaire et c'est pas étonnant vu comme le genre a été vu et revu sur d'autres supports. Et s'il suffisait d'ajouter une touche de fantaisie pour que ça devienne révolutionnaire, je serais fan de Joséphine Ange Gardienne.
C'est pas ce que je voulais. Et pour couronner le tout, l'histoire est racontée de façon non linéaire et sous plusieurs points de vue. C'est la façon polie de dire que les scénaristes ont pris beaucoup trop de complicons. Y'avait une grève, bon bah j'ai construit une rame. Complicons, disponible en pharmacie. Et tant qu'on y est, l'auteur Ryogo Narita est aussi à l'origine de Durara, une autre comédie de groupe que j'aime bien surtout parce qu'elle contient un des meilleurs rôles selon moi de deux de mes comédiens préférés, Miyuki Sawashiro et Hiroshi Kamiya. 3 noms japonais entiers et ce titre en une phrase. Je veux des applaudissements. Mais... On revient à l'histoire. En gros, pour faire simple, ils ont mis la fin au début, le début à la fin et le milieu ils l'ont passé au destructeur de documents et ils ont replacé les lignes au hasard avant de les semer aux 80. Du moins c'est la seule explication que je trouve. On reste jamais plus d'un demi-épisode dans la même intrigue sauf une fois dans le bateau et les scénaristes essaient visiblement de nous aider en mettant la nez à l'écran mais seulement quand ça leur chante. Pratique surtout quand même dans une seule époque on change constamment de personnage tel un étudiant qui essaie de trouver les chaussettes qui puent le moins et au final tout le monde est perdu. Putain c'était qui lui déjà? Et ça c'est avant ou après la dernière fusillade? Ça c'est ma réplique. Bonjour. Non merci. Voilà, c'était le gros des reproches qu'on fait à cet animé, et si vous l'avez regardé avec un minimum d'attention, vous savez que ça inclut beaucoup de conneries, et les autres arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. J'ai adoré cet animé comme beaucoup, mais je vois très bien pourquoi on lui reproche certaines choses. D'ailleurs, il est sorti en 2007 et a mis beaucoup de temps à trouver son public, vu qu'apparemment il était quasi inconnu jusqu'à son arrivée en Europe et aux États-Unis, et qu'il est toujours moins connu que son petit frère du Laisse tomber. Mais personnellement, je préfère Baccano. L'histoire n'est pas une montagne de créativité, mais avant tout, elle est riche. Elle mélange comédie, action, horreur, des scènes de tension et même un peu de romance, et tout ça bien dosé, c'est suffisant pour faire une très bonne série. Et puis, je suis certainement pas moins con qu'un autre, mais pour moi, l'histoire n'était pas si dure que ça à suivre. Les scènes récurrentes nous permettent de pas être perdus dans le temps, les personnages se démarquent suffisamment pour être facilement reconnaissables et leurs motifs tiennent tous sur un post-it. All we have is our allegiance to Master Huey LaForêt. Transcending life and death will allow us to become one with D'accord, presque tous. Et pour ce qui est de la critique comme quoi l'histoire se disperse et n'a l'air d'aller nulle part, je trouve qu'elle a même pas lieu d'être. Personnellement, je considère que la longue scène d'introduction entre Wakamoto Saint-Germain et la façon dont il présente l'histoire comme n'ayant ni début ni fin et comme étant lourdement dépendante du point de vue avertit déjà très explicitement sur le fait que le récit ne sera pas présenté de manière classique. Et je pense que s'il spoil la fin dès le premier épisode, c'est bien pour faire comprendre que le scénario s'intéresse moins à la finalité qu'aux mésaventures des personnages et à l'interaction entre leurs différents motifs au cours de l'animé. D'ailleurs la fin reste ouverte même après 3 épisodes complémentaires, ok... Et même si elle manquait un peu d'impact, elle m'a paru satisfaisante vu que je partais pour regarder une histoire sans fin. Après, je vais pas dire que c'est parfait, même avec du recul, je trouve que certaines coupures entre les scènes étaient mal placées, mais dans l'ensemble, c'est loin d'être lassant, et puis il suffit de voir l'enchaînement que ça donne dans les derniers épisodes pour se dire que ça valait amplement la peine. En gros, tout le contraire de cette émission. Qu'est-ce que je fous. Et enfin, si je devais donner la raison pour laquelle j'ai adoré cet animé, c'est qu'il est très rafraîchissant. Il se place dans un cadre qui est certes classique, mais qu'on voit très peu dans l'animation japonaise, et c'est un des rares qui ose sortir de la zone de confort de ce média. Parce que, mine de rien, même si la grosse partie du succès de l'animé est basée sur le public occidental, on voit que la série à la base a été pensée pour parler à un public japonais. Et j'apprécie vraiment le fait qu'on me propose une formule différente de l'habitude et qui plus est exécutée avec soin. Et je ne vois aucune raison de ne pas vous inciter à le regarder, ce qui lui vaut un 18 sur 20 et un petit conseil personnel. Si vous voulez l'apprécier encore plus, regardez l'animé non comme une série mais comme un gros film mosaïque de 4 heures, vu que c'est clairement le but ici. Sinon, vous pouvez voir Intouchable comme un film d'action, Oreimo comme un animé familial et cette vidéo comme un documentaire animalier, je vous assure que ça ouvre de nouvelles portes. Non, pas celle-là si possible. Et merde. Voilà, c'était ma chronique sur Baccano. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines chroniques. Je suis aussi sur Facebook et Twitter où vous pouvez passer dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et jusqu'à la prochaine, si vous croisez des gens comme ça, n'essayez surtout pas de... Oh.